Nous sommes dimanche 8 septembre et vous êtes là où il faut sur RTI 1. Bienvenue, les titres de votre journal. Le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan hier samedi pour Jeddah en Arabie Saoudite où il se trouve en ce moment. Le chef de l'État y effectuera une visite officielle jusqu'au 10 septembre prochain avant de prendre part jeudi à Ouagadougou au Burkina Faso à un sommet régional du 13 au 14 septembre 2019. Ici en Côte d'Ivoire, le vice-président Daniel Kablan-Duncan était hier à Grand-Bassam pour visiter le lycée Alassane Ouattara, un établissement d'excellence qui est prêt à accueillir les élèves pour cette rentrée scolaire 2019-2020. Ce lycée dispose de toutes les commodités pour une formation de qualité. Sa réalisation a coûté 14 milliards de francs CFA. Le pape François a dénoncé ce dimanche à Madagascar la culture du privilège devant près d'1 million de personnes venues des 4 coins du pays pour assister à une messe géante en lisière de la capitale Antananarive. C'est le plus grand événement qu'ait jamais connu l'île en nombre de participants, une organisation qui a nécessité des préparatifs minutieux. Agir pour les jeunes, c'est une opération du gouvernement qui a été lancée en juillet 2015. Face à l'engouement suscité chez les jeunes, le nombre total de bénéficiaires a été porté de 2100 à plus de 12 000 sur la période 2015-2016. Vu ce succès et la pertinence de ce programme dans la promotion de l'insertion des jeunes par la création d'activités génératrices de revenus, le gouvernement initie, via le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, la 2e édition de l'opération Agir pour les jeunes. 2e édition qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme social du gouvernement 2019-2020. À terme, 19 500 jeunes devraient être formés et insérés dans le tissu socio-économique. L'objectif principal de l'opération est donc de contribuer à la lutte contre le chômage des jeunes à travers le financement d'initiatives entrepreneuriales. Pour en parler, nous avons déplacé le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Mamadou Touré est avec nous dans le cadre du magazine du dimanche. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci de nous avoir invités. Et toutes nos félicitations, vous faites partie de l'équipe gouvernementale dite de mission. Merci beaucoup. C'est quoi votre mission à vous? Mais la mission, c'est d'amplifier tout ce qui est fait actuellement. Vous avez évoqué vous-même, nous avons un programme social du gouvernement, amélioration du bien-être des populations. La mission, c'est, avec ce groupe homogène, c'est regarder la perspective des élections à venir. Nous avons une équipe qui travaille depuis 10 ans. Nous aurons un bilan à présenter l'année prochaine, mais nous nous projetons même au-delà de ces élections. Donc cette équipe aura pour mission d'amplifier les actions en cours, de nous permettre de présenter un bon bilan en 2020, de gagner ces élections et nous projeter sur les 10 prochaines années après 2020. Et la mission du ministère de la Promotion de la Jeunesse, c'est bien sûr d'avoir des emplois pour les jeunes. Notre ministère, au niveau du ministère, notre mission dans le cadre du programme social du gouvernement, c'est bien évidemment essayer de régler l'épineuse question de l'insertion des jeunes dans notre pays. Merci, monsieur le ministre. Et à tout à l'heure. On se rend tout d'abord à Jeddah, en Arabie Saoudite, où le président de la République, Alassane Ouattara, se trouve en ce moment à l'invitation du roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Le chef de l'État y effectuera une visite officielle le 8 et 9 septembre. Viviane Haïma est notre envoyée spéciale sur place. Elle nous donne plus de précisions. Jeddah, 2e ville de l'Arabie Saoudite et porte d'entrée de la Mecque, lieu saint de l'islam. C'est au pavillon royal de l'aéroport international King Abdelaziz que l'avion présidentiel ivoirien, avec à son bord le président de la République Alassane Ouattara, a atterri à 20h40, heure d'Arabie Saoudite. Le chef de l'État ivoirien était accueilli à sa descente d'avion par le prince Bader Ben Sultan Ben Abdelaziz Al Saoud, gouverneur de la ville de la Mecque. Cette visite, qui ne s'inscrit pas dans un cadre privé ni dans le cadre d'une conférence, est la première visite officielle à l'invitation de Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, adressée au chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. Selon les règles protocolaires, c'est au Palais Royal que le chef de l'État ivoirien recevra les honneurs dus à son rang. Le président de la République est accompagné dans cette visite officielle par 5 ministres du gouvernement, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, le ministre des Affaires étrangères à Montano, le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur Ali Koulibaly, la ministre du Plan et du Développement Kabaniale, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables
Cissé Aboudraman. Au menu de cette visite officielle, le renforcement de l'amitié et la coopération entre l'Arabie saoudite et la Côte d'Ivoire. La rentrée des classes en Côte d'Ivoire, c'est demain lundi. Un établissement se prépare à ouvrir pour la première fois. Il va accueillir les meilleurs élèves de Côte d'Ivoire. C'est le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand-Bassam, fruit de la collaboration, la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine, réalisée à hauteur de 14 milliards de francs CFA. Tout y est pour une formation adéquate des apprenants. Locaux et équipements impressionnent même le vice-président Daniel Kablandenko. C'est le deuxième lycée scientifique dont se dote la Côte d'Ivoire après celui de Yamoussoukro. Bâti sur 20 hectares en bordure de l'autoroute Abidjan-Grand-Bassam, il porte le nom du président Alassane Ouattara. Cet établissement d'excellence va accueillir 1000 élèves du secondaire. Tous seront hébergés sur place dans un internat. Fruit de la coopération sino-ivoirienne, l'édifice comprend également des terrains de sport et des salles spécialisées pour les matières scientifiques. Coût de réalisation du lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand-Bassam, environ 14 milliards de francs CFA. J'espère que cette école d'excellence peut contribuer à la formation des élèves excellents de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour choisir pour cet établissement les meilleurs de nos personnels. Chefs d'établissement, censeurs, éducateurs, enseignants. Nous prenons l'engagement, monsieur le vice-président, de faire en sorte que cet établissement demeure un établissement d'excellence qui produise un capital humain excellent, compétent pour bâtir la Côte d'Ivoire émergente dont vous et le président de la République vous rêvez pour les Ivoiriens. Pour être admis dans l'un des 2 cycles de ce lycée, l'élève doit avoir au minimum 14 de moyenne. Les meilleurs profils sont ensuite sélectionnés par le ministère de l'Éducation nationale. Pour cette première année scolaire, 300 élèves seront affectés dans ce lycée d'excellence, 160 en 6e et 140 en classe de seconde. Nous sommes heureux de la qualité des prestations non fournies par la République populaire de Chine. Il s'agit surtout donc d'avoir des élèves de qualité et surtout aussi d'aider les élèves modestes, disons de couches sociales modestes, de manière à permettre donc de faire de bonnes études et surtout s'ils sont méritants. C'est surtout le mérite qui est donc à donner ici. Je suis certain que ce joyau, vous en ferez donc un centre de qualité au niveau de l'enseignement qui sera fait. L'État ne compte pas s'arrêter là, en projet notamment la construction de 12 autres lycées d'excellence sur l'étendue du territoire national. Et nous souhaitons bonne rentrée des classes à tous les élèves de Côte d'Ivoire. La nouvelle équipe gouvernementale, elle, a fait sa rentrée il y a quelques jours déjà. Parmi les nouveaux entrants, un autre nom bien connu du grand public, Zoro Bibalo Epifane. Il est le secrétaire d'État au renforcement des capacités. Herman Guivet nous aide là à en savoir un peu plus sur l'homme. Son portrait maintenant. Nommé ce 4 septembre 2019, secrétaire d'État au renforcement des capacités, Zoro Epifane Balo est magistrat depuis 1996 et titulaire d'un diplôme d'études spécialisées en droits de l'homme obtenu en 2002 à l'Université catholique de Louvain. Cofondateur du mouvement ivoirien des droits humains, il a dirigé cette organisation de promotion et de défense des droits humains de 2000 à 2004. Entre 2004 et 2011, il sert en République démocratique du Congo comme coordonnateur du projet Restauration progressive du système judiciaire pénal dans le cadre d'un programme de l'Union européenne, puis représentant résident de Carter Center pour la mise en œuvre du programme Droits de l'homme et coopération technique judiciaire de cette organisation américaine. Zoro Epifane Balo a travaillé pour le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en République démocratique du Congo en tant que coordonnateur de l'unité justice transitionnelle et lutte contre l'impunité. De 2012 à 2015, il a été directeur général de l'Agence ivoirienne des coopérations francophones et du Comité national des Jeux de la francophonie. Ayant intégré le ministère des Affaires étrangères en 2016, il occupe les fonctions de directeur des affaires juridiques, consulaires et humanitaires avant sa nomination au poste de secrétaire national en charge du renforcement des capacités auprès du Premier ministre. Il est auteur de 2 ouvrages, Juge en Côte d'Ivoire, paru en 2004 aux éditions Cartala, et Adiri la prisonnière, à paraître aux éditions Tabala.
Marié et père de 6 enfants, Zoro Epiphane Ballo est officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Cette nouvelle équipe est un gouvernement de mission et une de ces missions reste l'assainissement, la salubrité pour la bonne santé des populations. Le grand ménage, le grand nettoyage mensuel des rues, des caniveaux pour rendre nos villes et communes plus belles et plus propres se poursuit. Hier samedi, la 31e édition de l'opération a eu lieu à Boundiali en présence de la maire Maria Toukone et de notre correspondante dans la région, Ami Sissoko. Boundiali, ville coquette, je m'engage. Cette ambition affichée par le premier magistrat de la commune de Boundiali se matérialise ce samedi 7 septembre par l'opération Grand Ménage. Balai en main, cette action de Maria Toukone, maire de Boundiali par ailleurs, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, vise à amener ses administrés à tourner définitivement le dos à l'insalubrité. Pour se doter donc d'un cadre de vie sain, afin de se protéger des problèmes de santé publique, c'est toute la commune qui arpente les rues pour dénicher le moindre déchet. Ça, c'est une opportunité que la population doit saisir pour désormais rendre la ville de Boundiali coquette, très propre et qu'on soit vraiment en bonne santé. Et après, il faut prendre le relais, il faut sensibiliser, il faut montrer aux populations que le cadre sain, c'est celui qui est bon pour la santé. Un cadre sale donne des maladies. Le top départ de la 31e édition de l'opération Grand Ménage à Boundiali a été donné par sa mère, Maria Toukone, et le préfet de la région de la Bagoué, représentant la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Ouloton. Nous voulons une ville propre. Nous souhaitons que chaque Boundialika, chaque citoyen de la commune de Boundiali fasse le geste de propriété vis-à-vis de sa ville. Les magasins, les mécaniciens, les menuisiers, les tailleurs, les transporteurs, chacun doit faire son travail de propriété afin que Boundiali mérite son titre de Boundiali ville coquette. Le message, c'est d'inviter à prendre conscience de l'assainissement de leur environnement, de la question de salubrité, qui est une question qui concerne chaque citoyen. Ce n'est pas l'affaire du maire, ce n'est pas l'affaire du député seul, ni du sénateur, ni du président du conseil, mais de chaque citoyen. Pour un Boundiali plus rayonnant, le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En plus d'installer 2 comités de lutte contre l'insalubrité communale et régionale, a offert du matériel de nettoyage de plus de 15 millions de francs CFA à la mairie de Boundiali, en vue de rééditer cette expérience le premier samedi de chaque mois, conformément à la tradition de l'opération Grand Ménage. La protection de l'environnement est aussi une priorité du gouvernement ivoirien. Cette semaine, le ministre Joseph Seka Seka a reçu une délégation de l'Agence burkinabé pour le développement durable. Une réunion qui s'inscrit justement dans le cadre de la mutualisation des actions pour la protection de l'environnement. Les précisions de Jean-Marc Djadji. Plus de 20 fonctionnaires de l'Agence nationale pour le développement durable, ANDD du Burkina Faso, visitent la Côte d'Ivoire. La réserve naturelle de Daliafleur à Abata est le site choisi par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, le professeur Joseph Seka Seka, pour recevoir ces délégations de l'ANDD, structure sous tutelle du ministère burkinabé en charge de l'environnement. Échange de présents au menu de cette rencontre, le ministre et les membres de la délégation burkinabé ont échangé sur les actions entreprises par le gouvernement pour la préservation des réserves naturelles et les avantages majeurs du partenariat entre les 2 ministères. Nous repartons vraiment très satisfaits. Nous profitons de cette occasion pour remercier les autorités en charge du ministère de l'Environnement pour cette assistance dont nous avons largement bénéficié. Ils ne pouvaient pas venir ici sans visiter certaines structures qui constituent l'essence même du ministère de l'Environnement et du Développement durable, à savoir les parcs et réserves. Les enjeux de ce genre de coopération, c'est de pouvoir mutualiser nos efforts, parce que la lutte pour la sauvegarde de l'environnement, la lutte contre les changements climatiques demande beaucoup de moyens, mais beaucoup d'expérience. Cette visite est aussi l'occasion de partager des compétences dans les locaux du ministère. L'arrivée de la délégation du ministère burkinabé en charge de l'environnement à Abidjan s'inscrit dans la continuité du traité d'amitié et de coopération TAC entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso.
En application de la réforme du secteur de la sécurité, le secrétariat du Conseil national de sécurité vient d'initier des ateliers sur le dialogue socio-sécuritaire sur l'étendue du territoire national. À l'issue de ces séances de travail, des comités civilo-militaires sont mis en place. Leur rôle sera d'agir en amont et en aval pour la pérennisation de la cohésion sociale. Pour le département de Mans, c'est Valérie Bi qui en assurera la présidence. Pendant 2 jours, les corps militaires et paramilitaires ainsi que les populations civiles du département de Mans se sont parlé. Objectif, créer un cadre permanent de dialogue socio-sécuritaire favorisant le rétablissement de la confiance entre les forces de défense et de sécurité FDS et les populations d'une part et d'autre part entre les FDS elles-mêmes. Les participants ont été formés sur les thèmes de sécurité humaine, gestion et prévention des conflits, rapport entre FDS et population, genre et équité, processus électoral, civisme et citoyenneté. Nous étions avec des formateurs de taille qui nous ont inculqué des enseignements qu'il faut aujourd'hui pour les leaders communautaires. Un leader communautaire a derrière lui chose des personnes. À l'issue de ces formations, le comité civilo-militaire CCM de Mans est mis en place. Placé sous la tutelle du préfet et qui a pour mission de continuer un peu ce travail de rapprochement, de collaboration aussi avec les FDS et puis de participation aux activités de cohésion sociale comme la gestion des conflits identitaires, la lutte contre l'incivisme. Le CCM de Mans sera dirigé par Valérie Bi qui promet s'attaquer aux questions cruciales une fois le bureau constitué. Nous savons qu'à Mans, nous avons un problème qui est très crucial, le problème foncier. Nous allons plus tabler là-dessus et voir comment impliquer tout et chacun. Les comités civilo-militaires sont une émanation de la réforme numéro 13 de la stratégie nationale de la réforme du secteur de la sécurité RSS, initiée depuis 2012 par l'État de Côte d'Ivoire. Leur mise en œuvre s'est faite grâce à l'appui technique et financier de PNUD. À ce jour, 31 comités civilo-militaires ont été installés sur l'étendue du territoire national. Un reportage signé Tao Eve Boué, notre correspondante dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. On continue notre tour de la Côte d'Ivoire. Maintenant, on va à Grand-Alepé, dans la région de Lamé, pour assister à la célébration du 20e anniversaire du FACUE. C'était vendredi dernier et c'est la génération Nyando qui était à l'œuvre. Vous allez le voir, le FACUE, c'est l'initiation et la formation des jeunes en vue de leur intégration dans la société traditionnelle. On en sait plus avec Grace Kando qui dit avoir pris beaucoup de plaisir à suivre cette cérémonie. Ce tam-tam parleur pour véhiculer des messages de paix, de réconciliation et de cohésion sociale. Nous sommes à Grand-Alepé, dans la région de Lamé. La génération Nyando, composée de 5 classes d'âge, à savoir les Guéwo, les Tchoba, les Bonto, les Asangba et les Agri, célèbre le 20e anniversaire du FOCUE, qui symbolise la maturité et la capacité à gérer le pouvoir. Le FOCUE, une école de démocratie, une œuvre écrite par le chef de cette génération. Retenez simplement que le FOCUE, qu'on appelle génération, le FOCUE est une école de formation. Elle donne une formation sociale, une formation, je dirais, militaire et une formation politique, formation à la vie. Le 20e anniversaire de la génération Nyando est aussi l'occasion de faire un bilan. Pour la génération Nyando, c'est essentiellement de réaliser des travaux d'assainissement des rues du village. En 2015, notre projet a été inscrit au PPU et nous avons bénéficié d'1,7 km de caniveau. Les travaux sont encore en cours. Beaucoup a été fait. Parrain du 20e anniversaire de la fête du FOCUE à Grand-Alepé, le ministre de la fonction publique a été fait dignitaire honoraire du village avec pour nom Yapi Yapi. Le général Issa Koulibaly exhorte ses filleuls à s'attacher à la tradition. Restez fidèles à nos traditions dans ce qu'elles ont de positif, parce qu'elles nous enseignent comment nous tenir. Elles nous enseignent la morale, elles nous enseignent le civisme.
Un peuple qui n'a pas de culture est un peuple sans âme et donc un peuple qui navigue à vue. Le parcours initiatique de la génération Nyando de Grand Alépé a duré 16 ans. De la tradition à la religion, ils sont au nombre de 75. Ces pèlerins musulmans de la région des Grands Ponts qui viennent de partager avec les populations leur expérience et les mérites de leur voyage en Terre Sainte. C'était un moment de prière et de bénédiction à la grande mosquée de Dabou en présence du ministre Claude Isagdé, cadre de la région. Ce dernier les a exhortés à être de véritables modèles de paix et de cohésion. Ils sont allés en Terre Sainte pour porter auprès d'Allah leurs prières et supplications. De retour au pays, les pèlerins de la région des Grands Ponts, d'Abou-Jacquesville et Grand Laou prient pour la paix et la cohésion dans cette région du grand littoral ivoirien. À la mosquée centrale de Dabou, une prière spéciale ponctuée par la lecture des 114 sourates du Saint-Coran est dite, moment de spiritualité mais aussi de partage. Les 75 pèlerins de la région des Grands Ponts ont salué le soutien des fils de la région pour leur soutien de leur départ jusqu'à leur retour. Le ministre Claude Isagdé, au nom des cadres et fils de la région, a noté que ce soutien s'inscrit dans une démarche logique du gouvernement ivoirien, être d'un apport efficace pour le bien-être des Ivoiriens où qu'ils se trouvent. Il s'agit aussi pour nous de pouvoir confirmer notre volonté, de pouvoir vivre ensemble, de pouvoir travailler ensemble dans la paix et faire en sorte que la paix règne à la fois entre nous, mais aussi au sein de la région, mais aussi au niveau de la Côte d'Ivoire. Des pèlerins exhortés ensuite à être des lumières à l'image du prophète Mohamed, c'est-à-dire des acteurs de la solidarité pour une meilleure participation au développement du pays. La paix en Côte d'Ivoire, une paix durable, une paix véritable, voilà en substance la prière de la communauté d'Eima. C'était récemment à l'occasion de la fête de Moisson en présence de notre reporter Éric Goré. Nous allons prier pour toutes les autorités politiques, administratives et militaires de la Côte d'Ivoire. Père Dieu, c'est toi et toi seul que provient toute autorité établie sur cette nation. Vêtus de blanc, les fidèles chrétiens de la communauté d'Eima sont en prière. Ils demandent à Dieu de préserver le climat de paix qui règne en Côte d'Ivoire. Cette communauté religieuse prie également pour toutes les autorités de ce pays, avec à leur tête le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Le grand prêtre Pawaba Kofi Etienne Mathieu donne le sens de cet événement. C'est le président de la République qui coiffe toute la Côte d'Ivoire. Donc ici au Deima, la troisième prière est réservée pour le président de la République et toutes les autorités qui sont avec lui. Les ministres, les députés, les maires et puis les hommes en armes. Outre la prière en faveur de la Côte d'Ivoire, la communauté d'Eima a remercié Dieu pour ses bienfaits à travers des louanges et des dons aux invités. Pendant la prédication, il a été demandé aux fidèles chrétiens d'être des disciples de la paix par leur comportement. Ces fidèles chrétiens adhèrent pleinement. Sans paix, on ne peut rien construire. La paix peut apporter le développement. L'entente, s'il n'y a pas de paix, on ne peut pas faire quelque chose, on ne peut pas évoluer. Cette rencontre de prière en faveur de la Côte d'Ivoire a aussi représenté la fête de la moisson de Deima, une communauté religieuse née en Côte d'Ivoire en 1922. Sa mission est de faire régner la paix partout. Je vous le disais en titre, à Madagascar, près d'1 million de personnes ont assisté ce matin à la messe célébrée par le pape François, le plus grand événement qu'ait jamais connu l'île en nombre de participants. Une organisation qui a nécessité des préparatifs minutieux. Quant au volet sanitaire, 700 soignants, des médecins, des urgentistes, des infirmiers étaient présents au milieu des fidèles équipés d'un système de drapeaux et de téléphones pour communiquer les uns avec les autres. Au fond du site, 4 hôpitaux mobiles, 15 ambulances, des tentes de la Croix-Rouge et un poste médical avancé de 200 mètres carrés pour soigner et opérer si besoin. C'est l'heure du Dimanche Magazine. Notre invité aujourd'hui, c'est Mamadou Touré, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Il nous a rejoint en plateau. Merci encore, monsieur le ministre, d'être avec nous sur le plateau du 13h. On va d'abord suivre ce reportage pour planter le décor, puis on revient ici pour l'entretien.
Mes chers compatriotes, c'est avec le président de la République, Alassane Ouattara, dans son adresse à la nation le 6 août 2018, avait instruit le gouvernement à accentuer ses efforts en matière de politique sociale. L'axe 4 de ce programme social traite l'autonomisation des jeunes, dont l'objectif est d'insérer 500 000 jeunes sur la période 2019-2020. Le lancement de cette opération a eu lieu le 1er août 2019 par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Dans sa phase active, le chapitre emploi des jeunes est à l'étape de l'installation des guichets emploi jeunes. Ces guichets sont logés dans les mairies ou dans des locaux offerts par ces communes. Il s'agit de rapprocher davantage les opportunités d'emploi des cibles à travers ces guichets. Cette action répond aussi au sondage de YouReport qui affirmait que le dispositif du gouvernement n'était pas adapté aux besoins des jeunes. Pourtant, la première opération Agir pour les jeunes, lancée en 2015, a été bénéfique à 12 337 jeunes. Cette opération, à effet immédiat sur la période 2015-2016, avait pour but d'installer 2100 jeunes désireux de créer ou développer leur activité génératrice de revenus. C'est pour consolider ces acquis et faire profiter aux populations la croissance économique du pays tout en la rendant inclusive que le gouvernement, à travers la mise en œuvre de son programme social, initie via le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes la deuxième édition de l'opération Agir pour les jeunes. 19 500 jeunes ivoiriens âgés de 18 à 40 ans, dont 40% de femmes, seront formés et insérés dans le tissu socio-économique. Pour un coût total de 11 milliards de francs CFA, ce projet va durer 24 mois. La cible présélectionnée attendue est estimée à 21 450 jeunes. L'enrôlement va débuter le lundi 9 septembre prochain. Les montants de financement de projets individuels sont fixés de 100 000 à 1 million de francs CFA. Les projets collectifs sont au prorata du nombre de bénéficiaires dans la limite de 2 500 000 francs CFA. Au thème de cette politique de création d'emplois pour les jeunes, 131 000 d'entre eux seront financés pour un montant global de 53 milliards de francs CFA. Les prêts sont remboursables. Merci à vous, Ouattara Amadou Walter. Monsieur le ministre, merci encore d'être venu. Déjà un petit rectificatif par rapport à cet élément. L'opération va démarrer le 16 septembre. Oui, l'opération démarre le lundi 16 septembre sur l'ensemble du territoire national. Les jeunes pourraient donc aller dans les guichets emploi, les jeunes pourraient aller donc dans les agences régionales de l'agence emploi jeunes, au sein des plateformes de services ou au sein des antennes donc de la COPEC pour se faire connaître, s'inscrire. Et après donc une semaine donc d'inscription avec la COPEC, donc il y aura un profilage de ces jeunes, donc une présélection. Et nous allons présélectionner plus de 21 000 jeunes pour 19 500 jeunes qui seront retenus. Les 21 000 jeunes vont bénéficier d'une formation et 19 500 vont bénéficier d'un financement partant de 100 000 à 1 million de francs CFA. Et les autres, les 2000 restants? Les 2000 restants, écoutez, le projet dans sa globalité va toucher 131 000 jeunes. Oui. Nous sommes donc dans la phase 3 qui va concerner 19 500 jeunes, mais nous avons aussi le différentiel, près de 112 000 jeunes qui seront financés. Et nous sommes en train de concevoir et finaliser donc la 4e phase qui va concerner les 112 000 jeunes. Donc les 2000 jeunes qui seront formés seront prioritaires donc dans cette autre phase qui va commencer incessamment. D'accord. Et l'inscription va durer seulement une semaine. C'est pas court, une semaine? Ah non, c'est pas court. D'ailleurs, vous avez vu que nous avons démultiplié donc les sites d'inscription. Oui. D'ailleurs, ça permet donc de justifier toute la stratégie de création des guichets emploi dans les différentes communes. L'idée, c'était donc de rapprocher le plus possible donc, nos services donc, de ces jeunes. À partir du moment où sur l'ensemble du territoire national, les jeunes au sein de leur commune, au sein des COPEC, au sein des plateformes de services peuvent accéder donc aux informations et s'inscrire, nous pensons qu'une semaine c'est important, surtout que nous avons un calendrier à tenir. Ces 19 500 jeunes doivent être recrutés, formés et financés avant la fin de l'année. Bien sûr. Nous allons y revenir. Quelle est la situation réelle, Monsieur le ministre, la situation réelle de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, à l'instar de
tous les pays d'Afrique a une population relativement très jeune. Nous avons 77% de la population qui a moins de 35 ans. Beaucoup de défis se posent donc à cette jeunesse en termes de formation, d'éducation-formation. Beaucoup de jeunes, malheureusement, n'ont pas pu avoir la formation nécessaire qui leur permet donc d'être opérationnels sur le marché du travail. Beaucoup de jeunes sont dans le secteur informel. Nous avons un secteur informel qui représente à peu près 93% des actifs donc, dans notre pays. Qui parle de secteur informel parle de vulnérabilité. Beaucoup de jeunes diplômés, comme je le disais tantôt, n'arrivent pas, dans les diplômes obtenus, à avoir des opportunités d'insertion. Alors, donc, beaucoup de jeunes dans notre pays vivotent, se cherchent, comme on le dit, et l'une des réponses à apporter à cette problématique au niveau africain en général, mais au niveau donc de nos États, était donc d'adresser la problématique de l'insertion des jeunes. La Côte d'Ivoire, à l'instar de certains pays, a entamé une réforme de la formation professionnelle. C'est la base. Parce que parler d'insertion, parler d'emploi salarié, il faut d'abord une formation. Aujourd'hui, nous avons une bonne dynamique qui est amorcée avec une implication du secteur privé qui d'ailleurs se mobilise de plus en plus sur les questions de formation. Il y va même de la survie des entreprises parce qu'une entreprise qui n'arrive pas à trouver une main-d'œuvre qualifiée sur le marché du travail court aussi des risques. Et donc, la formation était importante. Mais une fois que nous avons parlé de formation qui adresse des réponses à moyen et long terme, vous avez tout ce stock de jeunes qui, ces 10, 15, 20 dernières années, malheureusement, se sont retrouvés avec les crises successives que nous avons connues, se sont retrouvés sur le marché du travail sans avoir des qualifications. Vous les estimez à combien, ce stock de jeunes ? Écoutez, nous avons aujourd'hui dans notre pays à peu près 11 millions d'actifs. Et sur les 11 millions d'actifs, nous avons à peu près 8 millions de jeunes. Et 8 millions de jeunes, c'est le stock en quête d'emploi en ce moment? Non, ce n'est pas le stock en quête d'emploi. Les 8 millions de jeunes sont des jeunes actifs, c'est-à-dire des jeunes qui sont en situation de travailler. Bien évidemment, parmi ces jeunes, beaucoup travaillent, mais comme je le dis, beaucoup travaillent, mais dans le secteur informel. Oui. Donc, ce qui pose pour nous un défi, comment sortir tous ces jeunes de l'informel pour aller vers des emplois plus décents. Et puis, vous avez des jeunes qui sont aussi en quête d'emploi. Donc, la réponse gouvernementale s'adresse à tous ces problèmes qui se posent. Et à ce jour, combien de jeunes insérés depuis 2011 que vous êtes là? Alors, vous devez savoir que quand je pense seulement à l'agence emploi jeunes, oui. Nous avons près de 200, un peu plus de 200 000 jeunes qui ont pu bénéficier donc des différents programmes d'insertion. Quand vous prenez au niveau du ministère le PGDEC, qui est un programme que nous avons conçu avec la Banque mondiale depuis 2011, vous avez près de 60 000 jeunes qui ont pu être insérés. Mais vous devez savoir que le ministère de la promotion de la jeunesse n'est pas le seul ministère en charge de l'insertion des jeunes. Nous sommes en charge de la politique d'insertion des jeunes. Donc, avec les autres ministères dans le secteur agricole, par exemple, dans la période 2011-2016, c'est un peu plus d'1 million de personnes en milieu rural qui, avec donc l'effet conjugué, la bonne conduite des matières premières sur le marché international dans la période, qui ont pu avoir des opportunités d'insertion. Lorsque vous prenez le secteur, au niveau donc du secteur privé, vous avez dans la période près de 600 000 personnes qui ont pu avoir une opportunité d'emploi. Des emplois formels. Formels. Quand vous prenez l'administration publique et parapublique, dans la même période, c'est près de 350 000 personnes qui ont eu une opportunité. Mais cela reste encore insuffisant au regard du grand nombre de jeunes qui sont en attente d'une véritable possibilité d'insertion. Et l'axe 4 du programme social du gouvernement, justement, a pour objectif à terme d'insérer 500 000 jeunes sur la période 2019-2020. Comment vous comptez y parvenir? Alors, c'est plutôt 500 000 opportunités pour les jeunes. Vous savez, dans le programme social du gouvernement, nous avons, dans l'axe 4, nous avons 4 composantes. Vous avez le développement des compétences qui va s'adresser à tous ces jeunes qui ont un besoin complémentaire de formation. Ces jeunes qui ont été donc qui ont une formation initiale, formation ne leur permettant pas d'avoir un job. Ces jeunes auront, dans le cadre de ces programmes qui ont une durée de 3 mois à 9 mois, la possibilité d'une formation complémentaire pour se réinsérer. Très concrètement, ça veut dire quoi? J'ai échangé avec mon collègue du ministère du Tourisme, par exemple. Vous avez des jeunes qui vont à l'université, qui ont fait l'allemand, qui ont fait l'espagnol, qui ont fait l'anglais.
et qui, en dehors donc des possibilités d'enseignement, n'ont pas souvent d'autres possibilités d'insertion. Vous avez des métiers tels que les métiers de guide touristique, où ces jeunes qui ont fait les langues, avec une formation complémentaire, peuvent se reconvertir donc dans les métiers de guide touristique avec souvent des revenus qui n'ont rien à voir à des personnes qui sont dans l'administration publique. Je donne cet exemple pour illustrer ce que c'est qu'une formation complémentaire qualifiante. Vous avez tous ces jeunes qui vont apprendre à travers des chantiers écoles, à travers l'apprentissage. Nous avons un pays qui est en chantier aujourd'hui. Vous avez, pour la CAN 2021, nous avons échangé avec les entreprises qui vont construire les stades, les hôtels et autres. Nous avons déniché près de 3000 opportunités où des jeunes seront sur des chantiers, vont travailler et vont en même temps apprendre. D'accord, 500 000 opportunités donc. Alors 500 000 opportunités donc, de stage, de financement en entrepreneuriat, de TIMO et d'insertion. À haute intensité de main-d'œuvre. D'accord. Et hier, on parlait guichet emploi. On continue d'ailleurs d'en parler. Et lundi, vous allez lancer, lundi 16, vous allez lancer l'opération Agir pour les jeunes, la phase 2 de l'opération. Vous courez après beaucoup de lièvres. Est-ce qu'on est efficace? On ne court pas après beaucoup de lièvres. On court après un seul élément. Comment régler de façon durable et efficace la question de l'insertion des jeunes dans notre pays. Le programme social du gouvernement, dans sa globalité, vise donc à améliorer les conditions de vie donc, de nos populations, à faire ressentir les effets de la croissance sur la population, mais dans sa composante qui concerne donc les jeunes, vise essentiellement à accroître nos initiatives en faveur donc, de ces jeunes à partir donc, du tableau que je viens donc, de vous décrire. Donc, si nous courons, c'est parce que la jeunesse constitue aujourd'hui un enjeu pour nos États. Vous savez, quand vous avez des pays jeunes comme la Côte d'Ivoire ou d'autres pays en Afrique où, comme je l'ai dit, près de 3/4 de la population est jeune, si vous n'adressez pas des réponses efficaces, concrètes, rapides aux problèmes donc, de formation et d'insertion des jeunes, c'est une bombe à retardement. Et ça, je le dis pour tous les États africains. C'est pour cela que partout, ces deux problématiques, formation et insertion des jeunes, est au cœur des priorités. Les nombreux lièvres dont j'étais en train de parler, c'est le PGDEC, les agences... Ah non, c'est un programme... tout ça, non. Non, c'est un programme cohérent. Oui. Et les agences emploi jeunes, Agir pour les jeunes, phase 1, phase 2, bientôt peut-être phase 3. Les guichets emploi qui s'ouvrent partout, les états généraux de la jeunesse auxquels on a assisté il y a un moment. Les jeunes se disent beaucoup de programmes, mais il y en a encore beaucoup d'entre eux qui attendent toujours. Mais justement, c'est parce qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui attendent qu'il nous fallait avoir un programme cohérent et intégré. Les États généraux ont été un cadre de réflexion avec les partenaires techniques au développement, avec les jeunes eux-mêmes, pour poser le diagnostic donc, des problèmes qui les concernent et apporter des réponses. Est-ce que des réponses ont été apportées? Oui. L'une des réponses a été la réforme de l'Agence emploi jeune qui est en cours et qui permettra d'être plus efficace. Est-ce que des réponses ont été apportées? Oui. Ces réponses, c'est notamment les sensibilisations contre les phénomènes de la drogue et ainsi de suite. Mais ça n'a rien à voir avec donc, les instruments que nous mettons en place. Lorsque un jeune se retrouve à Goïtafla, vous avez dit que YouReport, qui a été fait par nous et UNICEF, fait apparaître que 53% des jeunes dans notre pays n'ont jamais accédé au... YouReport, pour la précision, c'est une plateforme qui a en son sein 900 000 jeunes. Voilà. Déjà. Alors, l'enquête menée fait ressortir que 53% des jeunes dans notre pays n'ont jamais pu accéder aux offres et services de l'Agence emploi jeune. Oui, les emplois qui ne sont pas adaptés aux besoins des jeunes. Mais qu'est-ce qui explique cela? Je donne tout cet exemple. Vous avez une antenne de l'Agence emploi jeune à Daloa. Cette antenne couvrait le Ourodougou, tout le Ourodougou et la Maraoué. Ça veut dire qu'un jeune qui était à Goïtafla, qui voulait accéder au service de l'Agence emploi jeune, était obligé de se déplacer jusqu'à Daloa. Oui. Donc, pour corriger cette incohérence, nous avons établi un partenariat avec les collectivités territoriales parce que nous n'avions pas assez de ressources pour construire des antennes partout. Et cette stratégie permet aujourd'hui de rapprocher nos services de ces populations, notamment dans les localités où elles vivent. Mais pourquoi maintenant? Vous répondrez quoi à ceux qui pensent que vous le faites maintenant, vous courez maintenant, vous faites voir? Parce que 2020, l'élection, c'est pour bientôt. Non, c'est pas. Écoutez, tous ces programmes la plupart de ces programmes ont été établis depuis 2011. Sauf qu'ils voient le jour maintenant. Non. Le pays Agir pour les jeunes, nous sommes à
la phase 2. La phase 1, c'était donc en 2015. Quand vous prenez le programme de développement des compétences, a été initié donc en 2011. Et donc, mais concernant les guichets emploi, c'est une réponse apportée justement à la question donc, de la proximité de nos services avec les jeunes. Pourquoi maintenant? Parce que simplement, le chef de l'État et le Premier ministre nous ont fait confiance en 2018 en nous nommant à la tête de ces départements, tout en capitalisant les acquis. L'une des missions qui nous a été confiée était donc d'aller plus loin dans les réponses apportées aux questions des jeunes. Donc, il y a eu des audits qui ont été faits, il y a eu des réflexions qui ont été menées et la concrétisation de toutes les recommandations est en cours. Et cela n'a rien à voir avec 2020 parce que tous les instruments qui se mettent en place aujourd'hui vont largement au-delà de 2020. Il s'agit d'apporter une réponse durable à la question d'insertion des jeunes dans notre pays. Qui est jeune justement? On en parle. Qui est jeune et comment le jeune bénéficie justement de ce programme? Selon la charte africaine de la jeunesse et selon les lois ivoiriennes, est jeune toute personne qui a entre 16 et 35 ans. Mais dans les différents programmes, la plupart des programmes que nous mettons en œuvre, nous avons décidé donc d'aller jusqu'à 40 ans pour tenir compte donc de toute cette population jeune qui malheureusement, du fait de l'effet conjugué des crises que nous avons connues, n'ont pas pu saisir donc des opportunités ou ont été impactés négativement. Donc, pour les programmes, d'abord, est jeune toute personne qui a entre 16 et 35 ans, mais pour les différents programmes que nous lançons, ces programmes s'adressent à des personnes qui vont jusqu'à 40 ans. Et d'ailleurs, je peux vous dire que pour les projets collectifs, c'est-à-dire les projets qui mettent ensemble plusieurs personnes, il suffit que dans cet ensemble de personnes, il se retrouvent des jeunes, que ces projets soient éligibles donc à l'agence emploi jeune. D'accord. Quelles sont les conditions pour en bénéficier? Où et comment on peut postuler pour agir pour les jeunes? Alors, agir pour les jeunes, il faut être d'abord porteur d'une initiative, d'un projet. Il faut s'inscrire, comme je l'ai dit, au sein des COPEC, au sein donc des guichets emploi, au sein donc de l'agence régionale et au sein des plateformes de services. Il faut avoir entre 18 et 40 ans. Et à partir de là, notre partenaire technique, la COPEC, va donc réceptionner l'ensemble des dossiers, va regarder les idées les plus pertinentes parce que nous finançons dans tous les secteurs d'activité, y compris essentiellement dans le domaine de l'agriculture. Et ces jeunes qui seront profilés auront une formation. Après donc la formation, ces jeunes seront financés. Alors la formation vise à garantir le succès de ce programme. Vous savez, je peux vous dire que pour la première phase, c'est vrai, vous avez parlé de 12 500 jeunes, mais qui ont été formés en tout, mais il y a 8 000 jeunes qui ont été financés. Nous avons un taux de remboursement de 84%. Ça, c'est important de le dire, parce que le problème que nous avons aujourd'hui dans les dispositifs d'accompagnement des jeunes, c'est aussi certains acteurs du privé, tels que les banques, qui ne font pas confiance aux jeunes. On a le sentiment que investir sur des jeunes dans le projet entrepreneurial, c'est presque à perte. C'est à perte. Mais ce projet vient faire mentir cette perception. Parce que les jeunes doivent rembourser. Alors, dans Agir, 84% des jeunes qui ont bénéficié de la phase 1 ont remboursé. Mais ce n'est pas 100%, monsieur le ministre. Mais dans les instruments financiers, les mécanismes financiers de financement et autres, c'est déjà assez bon. À partir de 70%, on estime que c'est bon. Mais là, nous sommes à 84%. Mais ce que je veux dire, c'est que l'État impulse. L'État mobilise des ressources, mais ce n'est pas suffisant. Dans une économie normale, tous les acteurs devaient jouer leur rôle. Le secteur privé, notamment les banques, doivent jouer leur rôle. Et je me propose, à partir donc de ces résultats, j'ai déjà rencontré le secteur privé, mais à partir de ces résultats, de les rencontrer à nouveau pour leur dire qu'on peut faire confiance aux jeunes Ivoiriens. Lorsque, dans le cadre de programmes, tout n'est pas de financer, ils sont bien encadrés. Ils sont formés pour les projets qu'ils veulent mettre en œuvre. Il y a donc un programme, et qu'il y a un mécanisme de suivi, oui. Ces jeunes remboursent. Parce qu'on nous dit qu'il y a eu les fonds sociaux dans les années 93, 94, 95, où des jeunes ont pris de l'argent et sont retrouvés. Vous les financez à quelle hauteur, monsieur le ministre? Les paliers de financement, 500 000, 1 million, 2 millions? Alors, pour agir pour les jeunes, vous avez 2 paliers de financement. Vous avez donc tous ces jeunes qui ont besoin de financement qui partent de 100 000 à 1 million de francs CFA. C'est ce que nous lançons donc le 16, donc 19 500 jeunes. Nous aurons un deuxième palier de financement qui va s'adresser à tous ces jeunes qui ont un besoin de financement qui part de 1 million à 5 millions. Nous mettons en place des comités locaux d'analyse des dossiers des jeunes. Et dans cette stratégie, les collectivités territoriales, notamment le conseil régional, jouent un rôle important. Et ceux-là vont se réunir de façon trimestrielle pour analyser à l'échelle d'une région tous les projets des jeunes dont le financement
aussi entre 1 million et 5 millions. D'ailleurs, ça représente 75% des demandes de financement. Ensuite, vous avez tous ces jeunes qui ont des besoins de financement au-delà de 5 millions, donc 20 millions, 30 millions, 40 millions, 50 millions, 60 millions, 100 millions, 200 millions. Là, avec la BNI, nous avons mis en place donc, un mécanisme. Je peux vous dire très concrètement, il y a des jeunes qui viennent de lancer un projet agricole face au Bara dans la région d'Odiéné, qui ont eu près de 200 millions de francs CFA pour financer. Vous avez un jeune Ivoirien qui s'est lancé donc, dans un projet d'installation de salon de coiffure, qui a eu aussi un financement. Donc, tous ces jeunes-là, donc, qui sont à un niveau supérieur de besoin de financement, peuvent, à travers donc, la BNI, déposer leur dossier. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Merci d'avoir effectué le déplacement. Merci d'être venu nous parler de toutes ces opportunités pour les jeunes de Côte d'Ivoire. Merci encore à vous tous, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis. Vous avez un dernier mot? Vous voulez dire quelque chose très rapidement? Oui, remercier, mais surtout assurer de la gratuité et de la transparence autour de ce processus. Bon. Nous serons sans pitié avec tous les acteurs, qui soient donc des agents de l'Agence Emploi Jeune, à qui j'ai déjà parlé, mais toutes ces personnes qui profitent de ce genre de situation pour aller escroquer de l'argent aux jeunes, tout est gratuit. Le processus est totalement gratuit, est totalement gratuit, et tous ceux qui vont s'adonner donc à des pratiques visant à récupérer des ressources seront pour faire face à la rigueur de la loi. Merci, Monsieur le Ministre. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis.